Bonjour, donc on se retrouve à l'endroit où on s'est arrêté la semaine dernière. La semaine dernière, on s'était arrêté à ce tableau de classification complet. Donc on est avant l'arrivée des trois nouveaux êtres vivants dans le travail sur la classification. Première question, en science, à quoi ça peut bien servir cette classification? La première réponse est relativement simple. Cette classification a un rôle très simple en science, c'est qu'elle va nous permettre de donner les noms des groupes. D'accord, et de définir, de déterminer scientifiquement ce que veut dire un nom. Ainsi, quand vous êtes dans la catégorie yeux et bouche, vous appartenez au grand groupe des animaux. À l'intérieur du grand groupe des animaux, vous avez donc le squelette interne. Les êtres vivants qui sont dans la case jaune sont des vertébrés. Les êtres vivants qui sont dans la case orange seront des arthropodes. Squelette externe et pattes articulées. Pattes articulées, articulation c'est arthro. D'accord, vous connaissez peut-être la maladie de l'arthrose qui est une maladie des articulations. Et pod, pattes. Donc arthropode, ça veut dire pattes articulées. Quatre membres, tétrapode, tétra 4, pod 4. Pattes. Si on continue dans ce sens-là, vous avez en dessous les nageoires à rayons actinoptérygiens. Alors celui-là, vous vous doutez qu'il ne sera pas à apprendre, mais c'est le véritable nom du groupe des animaux qui ont des nageoires à rayons. Vous verrez que en science, le mot poisson, il ne veut plus trop dire grand-chose. Si on continue, dans la catégorie plumes, vous avez les oiseaux, très facile à connaître, d'accord, très facile à reconnaître. Poils et mamelles, je vous l'ai mis en blanc pour que ça ressorte, et sur le rouge, ce sont les mammifères. Et pareil en blanc pour que ça ressorte sur le rose. 6 pattes et antennes, et 2 antennes, ce sont les insectes. Si on continue, le dernier groupe qui nous manque, avec la chélicère, petit retour en arrière, avec ces chélicères, ce sont les chélicériformes. Attention, souvent les élèves parlent des arachnides pour le grand groupe des araignées. Le grand groupe des arachnides, c'est un groupe qui est emboîté dans le groupe des chélicériformes, parce que dans les chélicériformes, donc c'est les êtres vivants qui ont des chélicères, d'accord, c'est les crochets des araignées. Il se trouve que les scorpions ont aussi des crochets, donc c'est aussi des chélicériformes. Donc dans les chélicériformes, si on allait plus loin, vous auriez d'un côté les arachnides et de l'autre côté les scorpionides. Voilà, donc première grande utilité de ce travail sur les groupes emboîtés, c'est de définir scientifiquement le nom des êtres vivants. Voilà, ces mots viennent d'un savoir scientifique et ils ont été fabriqués comme ça. C'est pour ça que du coup, vous voyez que le mot invertébré ne veut rien dire. On ne l'utilise jamais vraiment en science. Les invertébrés, ça n'existe pas en science. D'accord. Alors oui, papy et mamie, quand ils écrasent une punaise, ils peuvent dire qu'ils ont tué un invertébré. Mais ce n'est pas du langage scientifique. Donc à ne pas utiliser en science. On continue. Un petit peu plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant. Donc à quoi servent ensuite ces grands groupes? Ces grands groupes, on peut du coup les ranger aussi à l'horizontale et mettre tout le monde sur une ligne et se dire aujourd'hui dans le temps, le poisson-chat, le pigeon, la souris, le gendarme et la tégénère sont tous des êtres vivants qui vivent en même temps sur notre planète. On dit qu'ils sont contemporains. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire oui, mais attention, il y en a qui sont dans des groupes plus précis les uns que les autres. Donc par exemple, si je reprends mon exemple euh, de, de notre pigeon et de notre souris, ils sont tous dans le groupe vert. Tous les deux. D'accord. Et si on prend le groupe des insectes et des chélicériformes, ils sont tous les deux dans le groupe jaune. Donc ça veut dire quoi en science? Ça veut dire qu'il y a très longtemps, d'accord, ça se compte en millions d'années, il y a très longtemps, le pigeon et la souris avaient une espèce ancestrale commune. Ça ne veut pas dire que le pigeon est un ancêtre, ça ne veut pas dire que la souris est un ancêtre, ça veut dire qu'il y a très longtemps, il y a eu un premier tétrapode, groupe vert, d'accord, qui a donné deux lignées différentes, deux branches différentes si vous préférez, deux lignées différentes de l'évolution. D'un côté ça donnera les mammifères, de l'autre côté ça donnera les oiseaux. Même chose pour du coup les arthropodes, les insectes et les chélicériformes, il y a très longtemps avaient un ancêtre commun
qui était le premier arthropode. Ok, on continue, vous le voyez venir gros comme une maison. Il se trouve que le poisson-chat et la souris et le pigeon ont aussi un ancêtre commun. Mais, attention, le groupe bleu est bien dans le groupe jaune, donc je peux le relier aux autres, mais le groupe vert fait un ancêtre commun plus proche, celui-là, que celui-là, avec le groupe jaune. Donc l'ancêtre commun poisson, chat, pigeon, souris est plus vieux, plus ancien que l'ancêtre commun du pigeon et de la souris entre eux. Donc ça veut dire qu'on a un ancêtre commun à tous les vertébrés qui étaient le premier vertébré. Ok. De ce côté-là, on peut continuer. Rien de nouveau chez les arthropodes. Mais si on va plus loin, il se trouve que tous ces êtres vivants appartiennent tous aux groupes yeux et bouche. On est ok? Mais si on appartient tous aux groupes yeux et bouche, ça veut dire qu'il existe un ancêtre commun au poisson-chat, au pigeon, à la souris, au gendarme et à la tégénère. Cet ancêtre commun, c'était le premier animal. D'accord? Donc, ce travail en groupe emboîté, dans les années à venir, ça va nous permettre d'établir un arbre de parenté. Alors vous vous doutez que petit à petit, en progressant, en grandissant, le travail de cet arbre de parenté, on va vous enlever les couleurs. D'accord? On va vous laisser par exemple juste le point bleu pour vous dire ben ça c'était les animaux, où on écrira premier animal dessus, ancêtre commun. Puis on laissera uniquement, au lieu des grands groupes, on laissera apparaître uniquement les traces des moments où les caractères sont apparus. On va vous dire, ben, quelque part sur cette lignée évolutive là, dans les animaux, il y a une branche qui a formé les premiers vertébrés. Quelque part sur cette lignée évolutive là, il y a une branche qui a vu apparaître le squelette externe et les pattes articulées. Et toute votre grande boîte de 6e, d'accord, qui était la boîte orange, ne se résumera plus qu'à un petit trait orange. Toute la grande boîte jaune de 6e ne se résumera plus qu'à un petit trait jaune. Pareil pour les achinopérygiens. Chez les vertébrés, il y a une lignée où est apparu les nageoires à rayons, il y a une lignée où sont apparus les 4 membres. Et si on continue comme ça, effectivement, sur la lignée des 4 membres, il y a 2 lignées distinctes qui sont apparues. Une lignée où sont apparues les plumes, ce sont les oiseaux, et une lignée qui sont apparues les poils et les mamelles, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les mammifères. De l'autre côté, pas beaucoup plus compliqué, hein, mais c'est juste le changement de la mise en forme qui change. Sur la lignée des arthropodes où sont apparus squelettes externes et pattes articulées, vous avez une lignée indépendante après le premier arthropode qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui les insectes, alors le pyrochore, mais tous les autres insectes, hein, et une lignée qui a donné les chélicériformes et où sont apparus chélicères sur les pièces buccales, sur les parties de la bouche. Donc cet arbre va nous permettre d'établir des liens de parenté entre les espèces dans le temps. Ce n'est pas un arbre généalogique, d'accord? On ne parle pas de la même famille, on parle d'espèces différentes, ça s'appelle un arbre de parenté. Voilà, je vous fais la vidéo pour la remédiation des 3 êtres vivants en plus. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien.